vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Soyez les bienvenus pour cette dernière journée de cette semaine incroyable que nous avons vécue avec Philippe David. Ah mon cher Philippe, bonjour. Bonjour Cécile, à vous, on a passé une excellente semaine avec cette belle visite chez les vignerons indépendants. C'était très bien. Ah bah oui, c'était bien. Avec, on vous racontera 2-3 trucs avec Philippe Bilger qui a tout mangé ce qu'il y avait sur la table, bien entendu. J'ai trop mangé. Il a surtout tout bu, mais ça on évitera d'en parler. Moins que vous Philippe David. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, je le rappelle. En tout cas, on est ensemble jusqu'à 19h pour cette fin de semaine qu'on vous souhaite heureuse. Et on espère que vous allez passer un bon week-end et on en profite pour avoir une pensée pour ceux qui travaillent le week-end, bien entendu. Ce numéro de téléphone, le 0826 300 300 avec Aude qui vous attend au standard. Et en attendant le sommaire de cette émission à 17h30, le grand débat du jour. Bruno Retailleau a saisi donc la procureure de la République pour apologie du terrorisme après les propos de Rima Hassan hier avec Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio. La députée européenne LFI a confirmé la légitimité de la lutte armée à propos du Hamas. Alors parlons vrai, est-ce que pour vous les propos de Rima Hassan sont condamnables? Et à cette question, Retailleau a-t-il raison de saisir la procureure contre Rima Hassan pour ses propos sur le Hamas? Vous dites oui à 84%, vous voulez réagir, Aude attend vos appels au 0826 300 300. Maître Basile Ader sera avec nous, avocat en droit de la presse, pour en parler. Puis le coup de projecteur des vraies voix à 18h40, l'État va faire appel après l'annulation du chantier de l'A69 Toulouse-Castres par le tribunal administratif. C'est la première fois qu'une décision d'une telle ampleur est prise par la justice. En 2018, l'abandon de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes résultait d'une décision politique. Alors parlons vrai, est-ce au juge de décider des projets d'aménagement du territoire à la place des politiques? Et à cette question, A69, Notre-Dame-des-Landes, l'aménagement du territoire est-il mis en danger par les écologistes? Vous dites oui à 85%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et c'est Bernard Carayon qui sera avec nous, maire et ancien député de Laveur dans le Tarn. On vous souhaite la bienvenue, les vraies voix, c'est jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Monsieur Philippe Bilger, ancien berger, ancien agriculteur. Voilà, J'étends maintenant, je vais parler de moi à la troisième personne, comme on ne considère pas avec assez de considération. Je vais le faire moi-même. Excusez-moi, c'est comme le général de Gaulle et Alain Delon qui sont vraiment de la roupie de Sansonnet par rapport à vous dans l'histoire de l'humanité. Mais il a Non, raison, on n'est jamais mieux servi par soi-même, vous savez très bien quand même. Tom Conan, auteur et artiste qui est avec nous. Comment vous pourriez vous définir? Bonsoir Tom. Tom, il va bien, je crois. Hein. Il est même présent ce soir. Et moi, je ne me définis pas. Je suis comme je suis et on me prend tel que je suis. Oh, c'est beau. Emmanuel Abramovic est avec nous, porte-parole du Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme. Bonsoir. Vous parlez de vous à la première personne ou au nom des autres? Je parle de moi à la première personne, mais je parle peut-être pour les autres que l'on n'entend pas suffisamment assez et qui sont pourtant majoritaires dans le pays. Voilà, c'est une bonne définition. Et Philippe David, un petit mot, non, peut-être sur vous? Culbuto aimerait que vous disiez du bien de lui. Ça dérape. Mais qui a pu vous donner ce sobriquet? Je ne vois pas du tout qui ça peut être. Elle se trouve juste à ma gauche. Il y a une autre fille ici que moi. Allez, Frédéric est avec nous. Frédéric est avec nous de Paris. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Frédéric. Bon. Bonsoir tout le monde. On est ravis de vous accueillir et vous vouliez nous parler d'une expérience incroyable que vous avez vécue hier au Salon de l'Agriculture. Ah oui, ça c'est mon coup de cœur. Ça fait 35 ans que je suis parisien et c'est la première fois que je me rendais au Salon de l'Agriculture. Ça a été un moment formidable. Je suis rentré à la maison, je sentais la vache, c'est extraordinaire. Le chat de mon fils s'est enfui en courant. Et non, c'était génial. J'ai pris un bain extraordinaire de notre campagne, de nos campagnes françaises. J'ai vu, je savais pas qu'il y avait autant de races de vaches, qu'il y avait autant de races de cochons, de moutons, de brebis. J'ai vu des animaux superbes, en très bonne santé, très bien élevés. Et j'ai déjeuné avec les paysans. J'ai rencontré des gens qui aiment leurs animaux, qui les bichonnent, ils les poupouillent. C'est super de voir comme ils les caressent pour les calmer, ils leur parlent à l'oreille. Elles ont toutes ces bêtes un prénom. Et c'est fou quand on voit 10 limousines, par exemple, alignées pour nous, elles sont toutes pareilles. Lui, c'est qui est qui.
Et c'est dingue, c'est quand ils donnent le prénom, la vache elle se retourne. Et j'ai trouvé ça fabuleux, moi. Et voilà, j'ai passé une après-midi, une journée, parce que on y a passé quasiment la journée, une journée extraordinaire. Et ça fait du bien de voir tous ces gens qui aiment leur campagne, qui aiment leur paysage, qui aiment leurs animaux et qui font tout pour qu'on ait de beaux produits dans nos assiettes. C'est vrai. Frédéric, juste un petit mot pour vous dire que Philippe David et moi étions là hier jusqu'à 20h, donc c'était fermé, donc on a effectivement vécu la même chose que vous, mais avec un salon vide, et on a eu la possibilité de s'approcher vraiment des animaux et surtout des agriculteurs qui nous ont parlé effectivement de leur métier avec passion. Philippe, il y a même un taureau qui s'appelait Platini. Vous vous rappelez notre ami parlant de la manière dont certains traitaient les bêtes, j'ai eu l'impression que je faisais la même chose quotidiennement avec Philippe David. Je le tripotais, je le mignotais. Vous connaissez son nom, il répond. C'est fou. Va en tout bien, tout honneur, Frédéric. Tom Conan. Au lieu de dire Blanchette, je disais mon dodu. Ah non, mais c'est effectivement un événement incroyable. Moi, j'y étais aujourd'hui, une bonne partie de la journée. C'était exceptionnel. Il y avait un monde fou. Les produits qu'on peut manger sont complètement dingues. Et c'est à la fois les territoires de métropole, d'outre-mer. Il y a aussi tout un bâtiment, un pavillon sur les outre-mer qui est fantastique. Vraiment, j'ai passé un moment inoubliable. Il y a 2 ans, j'étais allé d'ailleurs, et c'est à chaque fois différent. Ouais. C'est jamais une répétition. On découvre toujours d'autres choses. Deux clins d'œil rapides pour rebondir sur les propos de votre auditeur. Le premier clin d'œil, Frédéric. 2 clins d'œil pour répondre à Frédéric. Le premier, il est à l'attention, évidemment, des personnes, hommes, femmes, de quasiment tous âges, à partir de l'âge légal pour travailler, qui s'occupent de leurs animaux avec un soin, une attention, au mépris de leurs vacances, de leur nuit, du temps qu'ils pourraient passer à leurs enfants. Ça, c'est le premier clin d'œil. Et le deuxième clin d'œil, c'est à une émission de C8 qui ne parle que des animaux et qui présente les animaux et qui donne la parole à ceux qui s'en occupent. Voilà, c'est les 2 clins d'œil que je voulais faire sur vos propos, Frédéric. Et ben voilà, en tout cas c'était un très chouette moment. Et puis on a rencontré aussi les jeunes agriculteurs qui ont une moyenne d'âge de 30-35 ans maximum. Il y avait même une boîte de nuit. Enfin voilà, c'était assez dingue. Avec des ballons de baudruche en forme de tracteur. C'était génial. C'était une autre expérience encore là. C'est génial. Et on en profite pour remercier Johan Barbe hier, qui nous a emmené un petit peu partout hier. C'était très sympa. Et les vignerons indépendants chez qui on a fait une excellente émission. Absolument. Frédéric, vous restez avec nous, avec vos yeux pleins d'étoiles. Vous êtes notre vraie voix du jour. Dans un instant, le réquisitoire du procureur. Monsieur le procureur. Je vais dire quelques mots d'Antonio Ferrara, que j'ai bien connu aux assises et qui probablement s'apprêtait à faire un très gros braquage en Allemagne. On en parle dans un instant. Soyez les bienvenus. Ce numéro de téléphone, vous le connaissez, 0826 300 300. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, c'est le moment de le faire. C'est facile, ça s'appelle Sud Radio. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Et avec nous, pour nous accompagner jusqu'à 19h, avec vous, bien entendu, Philippe Bilger, Tom Conan et Emmanuel Abramovitch, et vous au 0826 300 300. Et puis notre vraie voix du jour, Frédéric, qui va revenir dans quelques instants. Félix Mathieu, en attendant, est dans les starting blocks. Bonsoir, mon cher Félix. Bonsoir, Cécile. Bonsoir, Philippe. Bonsoir, et de quoi parle-t-on dans un instant? De Donald Trump. Il ne se souvient pas, mais alors vraiment pas, qu'il a traité Zelensky de dictateur. Tout va bien entre eux. Il s'apprête à le recevoir à la Maison-Blanche. On va parler, et ça c'est beaucoup moins drôle, ça l'est même pas du tout, de ce cyclone à la Réunion. Déjà 3 morts sur l'île de l'océan Indien, beaucoup de disparus, même si ça a été rétrogradé de violet à rouge. Et puis de ces 9 CRS dans l'affaire du Burger King, vous savez, c'était en 2018 pendant les Gilets jaunes, 9 CRS qui vont être renvoyés devant un tribunal, le tribunal correctionnel, par la décision d'une juge d'instruction. En 3 mots, donc, omission, cyclone et CRS. Et tout de suite, Philippe Bilger. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et ironie de l'histoire, vous allez faire un réquisitoire sur une personne contre qui vous avez déjà requis
mais aux assises. Absolument. Donc c'est un peu plus léger ici. Voilà, j'ai requis contre Antonio Ferrara qui a été libéré en 2022, si je me souviens bien. Et j'avais requis, je m'étais très bien entendu avec lui, et dans un milieu criminel assez médiocre, il représentait une qualité intellectuelle un petit peu supérieure. Et je lui avais dit, au fond, vous avez de grandes qualités, pourquoi vous ne les faites pas servir pour la bonne cause? Il m'avait répondu, mais au fond, monsieur l'avocat général, avec un très bon sourire, vous croyez que j'ai envie de travailler pour le SMIC seulement? Et je lui ai dit, mais vous devriez. Et quand il est sorti, quand il a été libéré, je n'étais pas choqué, mais j'ai écrit quelque chose où je parlais d'une espérance inquiète. Et malheureusement, l'inquiétude a dominé et il a recommencé. On en parlait tout à l'heure avant d'aborder les vraies voix dans leur plénitude. Eh bien, il y a une drogue. Ces êtres-là, il n'y a rien à faire parce qu'ils ne sont pas capables de fuir le milieu originel. On a dû le solliciter. Les moyens d'existence auxquels il était habitué étaient colossaux et il est reparti. C'est à la fois déprimant et inéluctable. Tom Collins. J'ai l'impression aussi qu'il y a parfois dans la médiocrité, à supposer que ce soit le cas, je ne me permettrai pas de juger les gens sans les connaître, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi la peur de l'effort. Et ça, c'est quelque chose que parfois on ne reconnaît pas. Mais en fait, j'ai l'impression que les gens qui ont parfois beaucoup de succès, alors ça peut leur tomber tout cuit dans la bouche, mais c'est quand même rarement le cas, ils ont quand même aussi mis en œuvre un certain nombre de dispositifs. Ils ont travaillé depuis souvent des décennies, du lundi au dimanche, etc., sans s'arrêter. Et donc, effectivement, parfois on se dit, mais en fait, j'y arriverai jamais, faut que je prenne des raccourcis. Et donc, parfois, en effet, il y a ce réflexe de se dire quels sont les raccourcis à ma disposition. Mais c'est aussi une forme de paresse. Le raccourci est en effet la cause essentielle du crime. Là où les gens ordinaires ne prendraient pas de raccourci pour surmonter leurs difficultés, eux, comme vous le dites très bien, prennent un raccourci. Emmanuel Abramovitch. Je me demande si Antonio Ferrara n'est pas le dernier maillon d'une chaîne du banditisme très ancienne en France, qui commence même avant Carbone et Spirito à Marseille. Et ce dernier maillon, c'est celui des bandits qui ne tuaient pas, a priori, par rapport à ce que je sais de ses actions, Antonio Ferrara, qui ne tuait pas de civils, qui ne tuait pas de femmes, qui ne tuait pas d'enfants, qui ne tuait pas de flics non plus pour rien. Ça, je crois que c'est quelque chose qui s'est bien évidemment aujourd'hui totalement perdu, et je me demande s'il n'incarne pas ce dernier maillon de la chaîne. Et puis, pour revenir sur ce que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire cette espèce d'accoutumance comme à une drogue rapide, parce que quand on travaille en équipe de mecs, quand l'on monte sur un braquage, eh bien, il y a une énergie, une montée d'adrénaline, une action, une fuite, un instinct de protection collectif. On appartient à un monde et le reste peut bien s'écrouler. Et ça, je me demande si c'est pas un élément qui vous rend accro. Oui. C'est vrai, c'est une très bonne analyse, de la même manière que celle qu'a faite Tom. J'ai toujours considéré en effet que ce qui nous distinguait du commun des criminels ou des délinquants, ça n'est pas la moralité avant, c'est le fait que là où, devant des difficultés, nous prenons toutes les solutions possibles, sauf le crime, eux ils font l'inverse. Ouais. Et c'est tous ces gens que vous avez vus dans le box des accusés qui ont créé vos déviances, ou qui c'est qui l'a dit? Non, pas du tout, parce que j'estime que je suis d'une intégrité presque vous êtes le seul à l'estimer avec Cécile, soit en passant. Mais c'est ce qui compte. Merci. Mais pour vous savez, ma parole compte, Philippe David. Sinon, vous ne seriez pas là. Faut le savoir. Et bing. On se croirait au bar du téléphone. Allez, on plaisante tout de suite, les 3 mots dans l'actu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont omission, cyclone et CRS. Donald Trump accueille Volodymyr Zelensky à Washington, un accord sur les minerais en perspective. Il loue sa bonne relation avec le président ukrainien et dit même ne pas se rappeler qu'il l'a traité de dictateur. Un cyclone brutal et violent, selon les mots du préfet de la Réunion, des vents jusqu'à 230 km/h. Garance a déjà fait au moins 3 morts et plusieurs disparus, dont une femme aspirée par une bouche d'égout. Et puis une juge d'instruction renvoie 9 CRS devant le tribunal correctionnel pour des violences sur des gilets jaunes. C'était dans un Burger King parisien en décembre 2018. Les vraies voix Sud Radio.
On va finir par croire que résider à la Maison-Blanche, c'est mauvais pour la mémoire. Le président des États-Unis recevait aujourd'hui le Premier ministre britannique Keir Starmer en attendant Volodymyr Zelensky dans les heures qui viennent. Et maintenant qu'un accord sur les minerais ukrainiens se profile entre Kiev et Washington, eh bien, le ton s'est nettement radouci. President Zelensky, we want to work with him and we will work with him. I think the president and I actually have had a very good relationship. Le président Zelensky, nous voulons travailler avec lui et nous le ferons. Je pense que le président et moi avons une très bonne relation, lance Donald Trump. C'est là qu'un journaliste lui demande: pensez-vous toujours que M. Zelensky est un dictateur? Réponse étonnante de Donald Trump. Did I say that? Next question. J'ai dit ça? Je peux pas croire que j'ai dit ça. Question suivante, Donald Trump. Bon alors voilà, attendez, laissez-moi quand même 2 secondes pour vérifier. A dictator without elections. Ah oui, c'est ça, un dictateur sans élection. Il avait bien dit. C'était il y a un peu plus d'une semaine. Bon, est-ce que c'est un trou de mémoire comme Joe Biden ou bien est-ce qu'il nous troll? Ça, je vous laisse en juger. Est-ce que le conseiller en communication de Trump ne s'appelle pas Zheimer? Alzheimer. Cette propension qu'il a, j'allais dire Donald Trump, finalement, d'imposer des choses, et ça passe naturellement. Il ment, il dit le contraire, oui, tout va bien, ça passe. C'est le fait qu'il annonce ses insultes comme ses revirements avec une sorte de naïveté incroyable, de sorte qu'on aurait tendance à lui pardonner, alors qu'un homme politique classique, on serait indigné. Ouais, exactement. Nous, en tout cas, je pense, sur ce plateau, ne serons jamais président des États-Unis, ni même peut-être probablement président de la France. Mais nous sommes quand même des êtres humains doués d'une capacité à analyser la psyché d'autrui. Au lieu de critiquer et de penser qu'il est fou, qu'il est malade, etc., ne serait-il pas opportun de considérer que c'est peut-être une méthode, une approche qui consiste effectivement à faire croire qu'il va débarquer dans le magasin de porcelaine et qu'il va tout casser, créant ainsi une frayeur, un effet de sidération qui lui permet effectivement ensuite d'avancer ses arguments. Écoutez, c'est quand même phénoménal que cet homme-là nous a construit en moins d'une semaine un plan Marshall. Mais oui, il reçoit Zelensky et finalement il va le faire payer pour l'assistance américaine. Mais est-ce que c'est pas ce qu'ont fait les Américains au sortir de la Deuxième Guerre mondiale? Donc ce type-là a quand même une vision, et moi je trouve toujours un peu réducteur, y compris simplement pour l'analyse intellectuelle, que de le réduire à ce qu'il n'est pas. Tom Conan. Oui, mais il est sans doute très intelligent, très machiavélique probablement. Il a sans doute lu le Prince de Machiavel fut un temps, ou un résumé à minima. Mais ce qui est pénible quand même chez Trump, c'est la dimension emphatique. Moi, ça m'a toujours insupporté les politiques en général, et c'est absolument pas le seul à être dans cette catégorie, qui sont obligés d'exagérer chaque propos, chaque fait, en les travestissant, en les exagérant, ou en disant parfois évidemment n'importe quoi, comme sur la question du dictateur par rapport à Zelensky. En fait, je pense qu'on attend quand même un certain sens de la responsabilité. On n'est pas à la kermesse. Il dirige quand même la première puissance mondiale. On attend quand même un minimum de précision sur les mots. C'est tout ce qu'on peut attendre. Allez, le deuxième mot, cyclone, avec le passage meurtrier de Garance sur la Réunion. Des voitures emportées par la force des torrents, le cyclone Garance a été rétrogradé du violet au rouge à La Réunion ces dernières heures, mais ça ne l'a pas empêché de tuer au moins 3 personnes, dont cette femme d'une 50aine d'années aspirée par une bouche d'égout à Saint-Denis. Les autorités constatent aussi plusieurs personnes portées disparues. Au plus fort des rafales et des pluies, les pompiers eux-mêmes n'ont presque pas pu sortir, explique David Abrantès, commandant au centre de secours de Saint-Denis. Sur la décision du préfet, étant donné que les vents attendus allaient dépasser les 200 km/h, l'alerte violette, c'est une alerte pour laquelle tout le monde est confiné, aussi bien les forces de l'ordre que les pompiers. Donc dans ce cas-là, on ne peut plus faire d'intervention, sauf réellement s'il y a une urgence vitale, et pour laquelle on peut engager le personnel tout en restant dans un certain niveau de sécurité. David Abrantès, commandant chez les pompiers de La Réunion, micro de l'AFP. 180 000 foyers étaient privés d'électricité et 80 000 privés d'eau en milieu de journée, donc à La Réunion. J'ai une belle-sœur, qui devait partir à La Réunion.
le vol a été annulé. Évidemment, c'est très dangereux. Effectivement, oui. Et on pense bien à eux, bien entendu. Bien à nos compatriotes réunionnais. Troisième mot, CRS. 9 d'entre eux seront jugés pour des violences sur des gilets jaunes dans un Burger King en 2018. Une juge d'instruction vient de les renvoyer devant le tribunal correctionnel de Paris. 9 CRS qui encourent jusqu'à 7 ans de prison pour avoir violenté, matraqué des gilets jaunes dans ce Burger King parisien en décembre 2018. Certains d'entre eux qui étaient en live sur les réseaux sociaux, comme souvent à l'époque de ces gilets jaunes. Les CRS, tous membres à l'époque de la CRS 43 de Chalon-sur-Saône, vont comparaître pour violence volontaire avec plusieurs circonstances aggravantes. Ils avaient visé une dizaine donc de manifestants, pour certains d'ailleurs qui ne sont toujours pas identifiés aujourd'hui. Des manifestants qui s'étaient donc réfugiés dans le fast-food lors de l'acte 3 des gilets jaunes. C'était le 1er décembre 2018. Merci beaucoup Félix Mathieu. Vous restez avec nous dans quelques instants. On va revenir sur cette information. Bruno Retailleau qui a donc saisi la procureure de la République pour apologie du terrorisme après les propos de Rima Hassan. C'était hier chez Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio. Alors parlons vrai. Est-ce que pour vous les propos de Rima Hassan sont condamnables? Et à cette question, Retailleau a-t-il raison de saisir la procureure contre Rima Hassan pour ses propos sur le Hamas? Vous dites oui à 85%, vous voulez réagir. Aude attend vos appels au 0826 300 300. Maître Basile Lader est avec nous, avocat en droit de la presse. Maître, bonjour. Petite Bonsoir. question courte, réponse courte. Est-ce que finalement ce signalement a des chances d'aboutir? Ça dépendra de la décision de la procureure de la République, voire de l'action que pourraient mener des associations dûment habilitées. Mais c'est pas parce que le ministre de l'Intérieur le demande que nécessairement le procureur s'exécute. On en parle dans un instant. Soyez les bienvenus. 0826 300 300. On est ensemble jusqu'à 19h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Et avec Philippe David, on est très content de vous accueillir tous les jours dans cette belle maison Sud Radio. On vous incite à vous inscrire, hein, bien entendu, sur notre... Vous êtes tous abonnés ici autour de cette table à la chaine YouTube? Bien sûr, évidemment. 1 million d'abonnés. Moi, je crains que non. Presque un Vous million me d'abonnés. l'avez installé? Oui, on vous l'a fait. On vous l'a fait, oui. Partez du principe que tout ce qui est lié à Sud Radio, vous êtes connectés, Philippe. Avec ça. nous, Voilà, on vous absolument. cerne, vous êtes totalement cernés. Que vous le vouliez ou non, d'ailleurs. De haut niveau. Vous êtes même dans le blog de Brigitte Lahaye. Voilà, c'est ça. C'est quand même intéressant. Ça, c'est compromettant. Vous progressez. Vous n'avez pas parlé de votre blague sempiternelle. Mais non. Non, on va s'arrêter là parce que là on a un sujet important. Pour Avec revenir nous. sérieusement sur le sujet, 997 000 abonnés à la chaîne YouTube. Peut-être que dans le week-end. Dans le week-end, Peut-être que dans le ouais. On week-end. va partir en week-end Et sans voilà. savoir. Philippe Bilger avec nous, Tom Conan et Emmanuel Abramovitch. Ça tombe bien puisque c'est le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio. Le grand débat du jour. Bruno Retailleau a saisi le procureur de la République au titre de l'article 40 pour l'alerter sur les propos inacceptables, dit-il sur Sud Radio, de Rima Hassan. Le Hamas a une action légitime. Le droit à résister contre une occupation étrangère, il est parfaitement encadré. Et je rappelle quand même que moi et mon parti avons quand même très souvent rappelé que c'était effectivement des crimes de guerre. Rima Hassan a obtenu la nationalité par naturalisation en 2010. Oui. Je considère aujourd'hui que cette naturalisation est indue. Rima Hassan, en défendant des organisations terroristes islamistes qui menacent jusqu'à la France, et qu'à ce titre, elle devrait se voir déchoir de la nationalité française. Bruno Retailleau a saisi la procureure de la République pour apologie du terrorisme après les propos de Rima Hassan hier sur Sud Radio, et la députée européenne LFI a confirmé la légitimité de la lutte armée à propos du Hamas. Alors parlons vrai. Peut-on parler ainsi du Hamas? Et à la question du jour, Retailleau a-t-il raison de saisir la procureure contre Rima Hassan pour ses propos sur le Hamas? Vous dites oui à 85%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et pour nous éclairer, Maître Basile Lader sera avec nous, en tout cas il est avec nous, avocat en droit de la presse. Merci d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger. La question de Sud Radio mérite une double réponse, à la fois sur le plan politique et sur le plan juridique. Sur le plan politique, je pense que Bruno Retailleau, en quelque sorte à titre symbolique, a bien fait, au nom de l'article 40, de saisir la procureure de la République, parce
parce que les propos de Rima Hassan, pas seulement ceux que vous évoquez, mais d'autres concernant les petits-enfants assassinés, heurtent le bon sens et la dignité humaine. Sur le plan juridique, que ce soit au niveau du parquet ou du tribunal correctionnel, s'il y avait un renvoi de celle-ci pour infraction, je ne suis pas persuadé qu'elle serait condamnée, dans la mesure où elle pourrait naturellement se réfugier et sa défense derrière l'argument d'une sorte de liberté politique, de démonstration qui, aussi choquante qu'elle soit, reste, me semble-t-il, dans les limites du débat politique, fût-ce le plus odieux du monde. Emmanuel Abramovitch. Dans le cadre du BNVCA, Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme, vous imaginez bien que nous sommes saisis depuis très longtemps par le cas de Rima Hassan. Pour répondre à ce qu'évoquait votre invité à l'instant, il faut dire que bon nombre de plaintes, la majorité des plaintes que nous avons déposées à son encontre, sont classées sans suite. Donc son impunité n'est pas liée que au fait que ses propos ne portent pas atteinte à l'intégrité des gens ou des idées. Elle n'est pas touchée par la justice parce qu'elle en est protégée par la justice qui devrait la condamner. Tom Conan. Alors, moi, j'ai absolument pas de connaissances techniques sur le sujet en termes de droit de la presse, donc je donne mon avis en tant que citoyen. On a notre expert qui est maître Basile, donc c'est très bien. Ce sera. Après, moi, je pense sur le fond, sur un plan des principes, je pense qu'elle a tout à fait raison de parler d'un principe de résistance à une occupation. Je pense, en tout cas, pour les territoires occupés. Il n'y a pas d'Israéliens à Gaza depuis 2005. Oui, hein. mais sur la question de la colonisation de certains territoires occupés, qui semble-t-il continue, et à ce sujet, Netanyahou est très critiqué, y compris d'ailleurs par beaucoup d'Israéliens et par beaucoup de Juifs de la diaspora, notamment aux États-Unis, notamment en France, etc. Donc il y a tout ce sujet, évidemment, qu'il s'agit de remettre en perspective. Et je suis loin de résumer la chose en deux phrases, évidemment. En revanche, je pense qu'il faut quand même bien séparer la question d'une résistance par principe, et ensuite une résistance armée. C'est deux choses tout à fait différentes. Une résistance dans les idées, une résistance sur le terrain politique, sur le terrain juridique, sur le terrain humanitaire, etc. Moi, je suis absolument pas favorable à ce que cette résistance, ou à ce que quelconque résistance d'ailleurs, soit armée, bien entendu, soit violente. Maître Basile Adair, alors déjà, on a parlé de l'article 40. C'est Bruno Retailleau qui a fait un signalement au titre de l'article 40. Pour nos auditeurs qui ne connaissent pas tous l'article 40, est-ce que vous pouvez nous expliquer, comme dirait Michel Chevalet, comment ça marche ? C'est un article qui contraint tous les fonctionnaires, lorsqu'ils ont connaissance de leur point de vue de la commission d'une infraction, d'en alerter les autorités, en fait, d'en saisir le procureur. Donc c'est à ce titre-là que c'est ce qu'on appelle un signalement. Et ensuite, le procureur apprécie tout à fait librement si c'est ou non une infraction et si c'est opportun de poursuivre. D'accord, donc c'est à la décision du procureur. Allez-y, je vous en prie. Voilà. S'agissant du discours apologétique, il est toujours compliqué à appréhender. Philippe Bilger pourrait vous le dire parce qu'il a longtemps requis devant la chambre de la presse et il le faisait d'ailleurs avec beaucoup de talent et d'intelligence. Il a fait une étude. Ça y est, ils viennent prendre 1 mètre de haut, là. Non, pour une fois, je l'ai affronté à plusieurs reprises, c'est pour ça que je vous dis ça. Une mimique qui laissait penser que j'étais modeste. Il l'a décollé du sol. Allez-y, maître. Oui, je disais que la limite entre le discours apologétique et la liberté d'opinion, surtout sur un sujet d'intérêt aussi général que le conflit au Proche-Orient et les événements depuis le 7 octobre, laisse nécessairement un plus grand espace à l'expression des opinions. Et donc, le juge doit apprécier au cas par cas. Et c'est pas parce qu'il y a une émotion publique ou parce que ce serait telle personne qui est plutôt connue pour des positions très tranchées, voire contraires à la loi, notamment sur le terrain de l'antisémitisme, que parce que c'est elle qui parle, nécessairement son propos, en l'occurrence, serait apologétique. On doit l'apprécier in abstracto, c'est-à-dire voir si c'est ou non une apologie, c'est-à-dire une approbation sans réserve d'un fait qui est, en l'occurrence, qualifié de terrorisme.
Philippe Donc Bilger, là j'ai entendu qu'elle prenait tout de suite une mesure en disant mais j'ai toujours contesté ou condamné certains actes. C'est tout de suite la réserve qu'elle veut mettre au fait qu'il ne faut pas interpréter. Donc on est à mon avis, moi je me garderais d'apprécier aujourd'hui ce qu'un tribunal pourrait dire, mais on est à mon avis dans la limite qui ferait que il n'est pas impossible que le procureur ne poursuive pas. Parce que dans un dossier aussi emblématique, aussi médiatique, c'est aussi quelque chose que Philippe Bilger pourrait vous confirmer, le procureur qui engage les poursuites doit être assez certain de réussir. C'est pas un dossier lambda qui, dit tiens, on va voir ce que le tribunal en dit. Il faut ensuite soutenir l'accusation et être tout à fait certain de son coup. Ouais, je rejoins absolument Maître Ader, et je ne suis pas en général un spécialiste de la rhubarbe et du séné. Mais ce qu'il a dit est tout à fait pertinent, et pour rester sérieux, et je réponds un peu de manière anticipée à l'effervescence que je devine chez notre ami Emmanuel, toute indignité politique n'a pas forcément une qualification pénale. Ouais. Et je crois volontiers ce qu'a dit Maître Ader, c'est-à-dire que le parquet pourrait classer, parce que évidemment les propos de Rima Hassan poussent jusqu'à leur extrême limite, ce qui relève encore, à mon sens, du débat politique sur un registre international, même s'il peut choquer, et ça n'est pas quelque chose qui relèverait de la loi pénale. Mais on peut parfaitement se tromper, tant le droit de la presse est utile et parfois surprenant. Je voudrais savoir dans quelle mesure on est dans le débat quand on essaye de faire croire que des terroristes sont des résistants. Moi, je connais relativement bien l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale et de la résistance en France. Il ne me souvient pas que dans quelques pays limitrophes de la France, les résistants se soient exportés pour massacrer les gens. Ils ont défendu leur territoire, ils ont résisté contre l'envahisseur. Ça, c'est contre des militaires envahisseurs. Et en plus, contre des militaires qui étaient envahisseurs. Là, il s'agit de pseudo-résistants qui sont allés franchir une frontière pour assassiner des civils. Ça, c'est le point essentiel. Je vous Maître Basile Ader. Ça, personne ne le discute. Aujourd'hui, et ça a déjà été jugé à plusieurs reprises s'agissant des événements du 7 octobre, ce qu'a fait le Hamas à cette occasion est qualifié de terrorisme. Là, il n'y a pas de discussion. En droit français, au regard des décisions qui ont été prises, c'est qualifié comme un acte de terrorisme. La question qui se pose, c'est de savoir est-ce qu'elle en fait à cette occasion, sur ces propos-là, ceux pour lesquels le ministre a saisi la procureure, elle en fait ou non une apologie. Ouais, voilà. La question que je me posais, Maître, c'est effectivement sur la distinction qu'il peut y avoir, par exemple, entre un discours intellectuel, une discussion sur ces sujets qui sont extrêmement nombreuses. Par exemple, sur YouTube, il y a beaucoup d'émissions, de podcasts qui reviennent sur ces thématiques avec des avis parfois qui sont très tranchés de part et d'autre. Et une personne qui est effectivement une responsable politique, comme c'est le cas de Rima Hassan. Est-ce qu'effectivement la qualification n'est pas la même selon qu'on est purement un intellectuel, une personne qui donne son opinion, ou un responsable politique de premier plan, comme c'est son cas? Maître Ader. C'est une très bonne question, parce que le responsable politique a des responsabilités particulières, parce qu'il est une voix et qui porte la voix des citoyens dès lors qu'il est un élu, mais aussi parce qu'il est une personnalité politique. Il a vocation à pouvoir dépasser certaines limites, précisément parce qu'il est porteur dans le débat public de certaines opinions. Et donc la Cour européenne, qui juge en dernier ressort nos affaires, lui a toujours reconnu un espace de liberté plus grand qu'un citoyen lambda comme nous sommes tous ici. Mais avant d'aller au 0826 300 300, Jean-Marie Le Pen avait été condamné par les tribunaux pour avoir dit que l'occupation allemande n'était pas si inhumaine. Est-ce que dire que l'action du Hamas est légitime du point de vue du droit international, c'est pas un peu, on va dire, blanc bonnet et bonnet blanc pour faire... Il y a évidemment de la jurisprudence qu'on trouvera dans tous les sens. La dernière affaire un peu emblématique sur le terrain de l'apologie, c'est Dieudonné qui a été condamné parce qu'il avait dit au lendemain des attentats de janvier au Charlie Hebdo, je suis Charlie Koulibaly. Oui, effectivement. Ouais.
7 janvier 2015. Une façon de dire, voilà, j'approuve ce qu'il a fait. Vous avez la France qui a été condamnée parce que les juridictions françaises avaient condamné le général Ossarès lorsque dans son livre il avait écrit que si c'était à refaire, il aurait torturé. Il approuvait implicitement le fait que les soldats français aient eu besoin de torturer. Alors c'était pas l'apologie de terrorisme, mais l'apologie de crimes de guerre, hein, et qu'il le referait. Et donc, il y avait une forme d'approbation de ce qui avait été fait, d'approbation d'un crime de guerre. Et donc, les juridictions françaises, à toutes les instances, hein, jusqu'à la Chambre criminelle de la Cour de cassation, l'ont condamné. Et la Cour européenne a condamné la France en disant que c'était un libre débat historique et qu'il fallait resituer ses propos pour accepter qu'on puisse reconsidérer 40 ans, ce qui s'était passé 40 ans plus tôt et qu'on ne pouvait pas condamner de ce chef. Donc, si vous voulez, il faut le faire avec beaucoup de prudence. Et le procureur, dans ces affaires-là, il sait toute la subjectivité qu'il peut y avoir dans l'appréciation de ces choses. Philippe Bilger disait que le droit de la presse est souvent surprenant, mais parce que précisément, il va émerger des débats devant la juridiction, des choses quelquefois inattendues et qui font qu'on reconsidère les choses. En tout cas, c'est une juridiction qui juge avec beaucoup de temps et de sagesse et au terme d'un débat particulièrement soigné et respectueux du contradictoire. Enfin, surtout depuis que Bilger a pris sa retraite, théoriquement. Il était redoutable, mais il prenait souvent fait et cause pour le prévenu. Donc c'était souvent, il se muait en avocat de la défense. Mais pour répondre là aussi à nouveau, Emmanuel, ce qui peut vous choquer, c'est l'idée que dans un débat de cette nature, on puisse ne pas admettre qu'il y ait une vérité unilatérale. Non, moi, c'est ce qui... non, mais notamment, et c'est peut-être ça qui peut entraîner ou un classement sans suite, ou bien une relaxe de la part du tribunal, par le fait que ce qui vous indigne sur le plan intellectuel historique, eh bien, peut être perçu comme tout simplement une contradiction qui a le droit d'être formulée, aussi indigne qu'elle soit, notamment lorsqu'elle concerne les enfants ou l'attitude du Hamas. Oui, mais cette timidité judiciaire ou des politiques qui pourraient se saisir au travers de l'article 40, au prétexte d'une liberté de parole, au prétexte que vous avez parfaitement évoqué, vous aveugle quant au fait de la stratégie langagière et sémantique. Je vais être précis. Au lendemain du 7 octobre, où nous avons dit qui assassine qui en dehors de ses frontières, apparaît un terme qui est un contrepoint émotionnel fort et qui transforme la victime en bourreau, c'est l'appellation, le terme de génocide. Et d'un seul coup, ceux qui sont victimes deviennent des génocidaires. Et c'est là que je m'insurge contre les propos de notre invité et même les vôtres, mon cher Philippe, parce que cette façon de considérer le propos vous interdit de prendre le recul nécessaire et de comprendre qu'il s'agit bien d'une stratégie qui va bien plus loin que l'événement du 7 octobre. L'objectif dans l'utilisation de termes de génocide, c'est bien sûr de faire passer la victime pour un bourreau, mais c'est aussi de vider de son contenu, de son substrat, ce qu'est vraiment un génocide. Et ça, c'est plus grave. Un mot, Tom. Oui, alors non, ce que je veux dire, c'est que il devrait quand même être possible de dire à la fois que le 7 octobre a été un massacre sans nom, ignoble, il n'y a aucun mot pour le décrire, c'est glaçant, c'est traumatisant, on n'en parlera jamais assez, et en même temps dire que la riposte ensuite d'Israël a été, je pense tout le monde mais a été disproportionnée, totalement disproportionné, et c'est de ce point de vue-là, je ne rentrerai pas sur le débat génocide, pas génocide, mais il me semble quand même qu'il devrait être possible de dire ces deux choses en même temps. Il me semble pas que le manichéisme devrait nous pousser jusqu'à soit renier la première partie de ma phrase, soit la seconde. Très très court, Emmanuel. La guerre se serait arrêtée en 24 heures si le Hamas avait rendu les otages. Point à la ligne. On part au 0826 300 300. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Alors, vous en pensez quoi? Moi, j'ai toujours, depuis toujours, une vision un peu gaulliste. Le général de Gaulle disait à ses ministres, votre première priorité, c'est la France. La seconde, c'est l'État.
Et la troisième, c'est le droit, s'il ne contrevient pas aux deux premières priorités. Alors si je rapporte ça à Madame Rima Hassan, je dirais qu'elle est députée européenne de la France. Elle représente donc la France au Parlement européen. Donc pour moi, elle doit porter la parole, bien sûr, des gens qui l'ont élue, mais de par sa fonction de députée de la France au Parlement européen, elle porte aussi quelque part la parole de la France. Or, quand j'entends ces propos, je me dis, ça peut pas être la France qui parle comme ça. Sinon on a cassé quelque chose à un moment, ces dernières décennies, dans l'approche que la France, elle a vis-à-vis des États, des autres États, des relations avec les autres États, des situations dramatiques dans les autres États. La France, elle doit porter une parole qui est une parole qui doit être issue des Lumières, qui est une parole d'humanisme. Et les propos de Madame Rima Hassan sont très loin de ça. Et comme je reprends le mot de Monsieur Bilger, ils sont indignes, ces propos. Et elle fait preuve d'indignité. Et je crois que les responsables politiques doivent se poser la question de la situation de Madame Rima Hassan par rapport à la France. Alors, merci beaucoup Frédéric, vous restez avec nous. Le mot de la fin, Maître Basile Adair, en 40 secondes. Le mot de la fin, c'est que c'est au tribunal de dire que j'entends bien les indignations et je peux les partager. Soyez-en certains sur mon appréciation de tous ces événements. Bien sûr que si on avait rendu les otages, le moment, il ne se serait rien passé. Tout le monde en est bien convaincu. Je veux simplement attirer l'attention, et je rebondis sur ce qu'a dit Philippe Bilger. Le libre débat public, c'est accepter une parole contraire à ce qu'on pense profondément. C'est le mot de Voltaire. Je combats vos idées, mais je mourrai pour que vous puissiez les exprimer. Et je finirai juste par cette formule de la Cour européenne qui est très ancienne. C'est un des premiers arrêts fondés sur l'article 10. La liberté d'expression vaut non seulement pour les idées et les informations accueillies favorablement, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent une partie de la population. C'est un état mature que celui qui accepte qu'on dise quelque chose qui heurte profondément les autres. C'est la démocratie. Merci beaucoup. Merci. Maître Basile Adair. Beaucoup d'avoir été avec nous, avocat en droit de la presse. Frédéric, pour faire retomber un petit peu l'émotion dans un instant et la remonter d'une autre façon avec le qui c'est qui l'a dit, vous allez rester avec nous. On va faire une petite pause et on va revenir bien entendu dans un instant avec nos vraies voix du jour, ensemble jusqu'à 19h. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. J'adore Sud Radio et alors des choses positives à prendre et des informations que l'on n'a pas ailleurs. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Autour de cette table, vous les avez reconnus, Philippe Bilger, bien entendu, Tom Conan et Emmanuel Abramovitch, porte-parole du Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme. Et vous, 0826 300 300, et qui est derrière vous? Eh ben, c'est Frédéric qui est avec nous. Frédéric. Oui, je suis là. Frédéric, vous savez que vous connaissez le principe. Il faut que c'est à vous d'annoncer le jingle. Alors, attention à tous, c'est le quiz de Sud Radio. Faites cracher les autres oignons. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Le quiz, et vous dites le quiz. Vous avez bien raison, Frédéric. Allez, qui c'est qui l'a dit, mon cher Frédéric, à 3 points. Donald Trump est en train de créer les conditions pour transformer les États-Unis en dictature. Frédéric. Oh là. Qui a dit ça? Hollande? Non. Je proposerais Villepin. Non. C'est un visiteur du soir. Ah oui, et qui a eu une connu. très haute fonction. Écrivain. Non, écrivain. Attali. Bonne réponse. Oui, je voulais dire Attali. Non, mais réellement, là. Jacques Attali. Il demande les 3 points en disant, mais je vais penser tellement. Non, là, objectivement. Je crois que Tom l'a lu sur votre visage. Exactement. Voilà. Ça s'est réfléchi sur vos lunettes. Visiteur du soir. Qui c'est qui l'a dit, Frédéric, sur l'abattage rituel? Nous avons discuté sereinement avec les cultes. Madame Genevard. Bonne réponse, et c'était ce matin sur Sud Radio. Ministre de l'Agriculture, qui c'est qui l'a dit 3 points? Notre devoir est d'affronter les défis irrésolus depuis 30 ans. C'est le Premier ministre, ça je l'ai entendu. C'est très bon, franchement.
Ils font une tête, ils sont dépités. Ils sont dépités, pas députés, malheureusement. J'espérais là avoir le François Bayrou. Qui c'est qui l'a dit, Frédéric, sur un référendum sur les retraites? Les référendums, on nous en promet à chaque fois qu'il y a une petite crise et il n'arrive jamais. Ah, j'ai entendu ça. Ouais. Je vais vous donner un indice. C'est pas Vauquier. Claquage de porte. Claquage de porte. Quittage de réunion. Ah bah oui, le gars de FO. Oui, mais comment il s'appelle? Ah là, je sais pas. C'est plus Bergeron. Non plus. Non, il a le même prénom que vous, Frédéric. Oui, Frédéric. Oui, allez, on me le donne. C'est Frédéric Souillot. On vous met les points, oui, ben, c'est normal. La moitié seulement. Vous n'êtes pas une souillon, tout le monde. Ses propos sont une souillure. Ça vous va bien, Souillon, je trouve ça mignon. Je préfère avec un S qu'avec un C. Oh, d'accord. Bah oui. Allez, qui c'est qui l'a dit, Frédéric? 3 points. La vraie cible de Donald Trump, c'est nous, pas la Chine. Frédéric. Ça pourrait bien être Hollande. Bonne réponse de Frédéric. Excellent, talentueux, Frédéric. Mais franchement, ça énerve. Hein. Ça énerve. Qui c'est qui l'a dit sur le conclave sur les retraites? Je n'ai pas de raison de penser que les partenaires sociaux ne peuvent pas trouver un accord. Langue des bois. C'est pas Bayrou. Non. C'est pas Vautrin? Non. Celle qui est sans limite? Borne? Non. Lombard? Non. Mais c'est une ministre. Une ministre? Blonde avec des lunettes. Ah oui, ministre des comptes publics. C'est pas. C'est pas Laure Berger. Non, comment elle s'appelle? Blonde avec des lunettes. Runacher, non? Oui, c'est bon. On est gentil, on a attendu longtemps. Agnès Pannier-Runacher. C'est le bénéfice de l'âge. C'est le bénéfice de l'âge. Voilà. Qui c'est qui l'a dit? 3 points. Rima Hassan peut se faire élire députée algérienne puisque c'est la Mecque de la liberté pour elle. Frédéric. Je l'ai entendu ce matin, ça, je crois. C'est pas. Comment il s'appelle? Jordan Bardella? Non. C'est pas Marion? Non. Marion? Non. C'est du même côté que. Bardella. C'est le Tanguy. Bonne réponse. Mais oui, Tanguy, il était à CNews. Jean-Philippe Tanguy. Qui c'est qui l'a dit sur l'expulsion des OQTF? Déjà, on traite la question, n'en faisons pas un prétexte pour tendre avec l'Algérie. Ça peut être du Villepin, non? Non, c'est du LFI. LFI. Panot? Non. Mélenchon? Non. Il aurait pu aller voir les poules à l'agriculture. Ruffin? Ah non, non, les poules à l'agriculture. Les poules. Monsieur Poulet? Coquerel. Bonne réponse. C'est simple. J'ai quand même dit Monsieur Poulet, mais c'était un peu loigné. Bon, eh bien, écoutez. Monsieur Poulet. Frédéric a réussi l'exploit. Il a gagné avec 12 points devant Philippe Bilger. Devant Tom avec 3 points. Quant à Emmanuel, il est toujours très généreux en laissant ses points aux autres. Absolument. Moi, je suis ravi d'avoir échangé avec Frédéric et c'était ma façon de lui dire merci. Il est excellent. Vous faites quoi dans la vie, Frédéric? Maintenant, je suis depuis quelques semaines retraité. Bravo, félicitations. Retraité d'où, si on peut vous demander, hein? Ancien ministre. Non, j'ai été pendant 40 ans militaire, mais depuis 10 ans, je sécurise les grands événements et ma dernière mission, c'était bien sûr les Jeux Olympiques. Incroyable. Très bien, merci Vous en tout cas. sécurisez les grands événements, il devrait venir ici. Vous pourriez sécuriser le qui c'est qui l'a dit sur les tricheries. J'ai quelques idées de personnes à surveiller. Il faudrait exclure Philippe David. Merci. En tout cas, Frédéric, d'abord on vous remercie parce que les Jeux Olympiques ont été une réussite totale en matière de sécurité. Et si vous en êtes un maillon, on vous remercie. Merci d'avoir été avec nous, un très bon candidat et surtout un très bon auditeur. On vous souhaite un très bon week-end. Et dans un instant, bien entendu, les infos. Et puis, Rémi Andry sera avec nous et Philippe David. Il y a des chèques que je trouve vraiment un peu scandaleux et même beaucoup scandaleux. Des chèques en blanc? Non, justement, ils sont pas en blanc. Ceux-là, ils sont pas en bois non plus. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous espère en forme, en tout cas pour ce week-end. On espère que vous allez passer un bon moment. Nous, vous allez nous manquer. Philippe Bilger, ils vont nous manquer. Les auditeurs.
Oui, mais vous allez nous manquer aussi. Ah d'accord, très bien. Nous, les auditeurs, nous manquent tous les dès le soir à 20h. Le lendemain, on pleure toutes les nuits entières. Moi, je suis orphelin. Je suis quand même très étonnée que notre réalisateur Maxime n'ait pas mis de sons de poulet, de machin. Ça peut se négocier très vite. Parce que depuis hier, je vous rappelle, depuis hier, il a découvert des cris d'animaux, du dindon, du truc. Voilà. Mais ne le tentez pas, il serait capable de remettre certains sons. Allez-y, vas-y Maxime. Eh ben c'est fait. Oui, c'est un peu Jacouille la fripouille. Moi je propose, alors je vais annoncer le tour de table de nos amis, en tout cas qui sont autour de cette table, et à chaque fois vous allez donner un son. Attention, vous êtes prêts? Alors non, pas du tout. Attendez. Bah oui, mais si on peut pas jouer, on peut pas jouer. Allez, c'est pas joué. Bon, vous allez chercher. En attendant, je vais lancer le jeu. Bougez pas. Allez, vous allez pouvoir remporter un très beau cadeau, et je vous explique comment jouer, puisque on va pouvoir vous offrir un bon d'achat de 1200 €. 1200, c'est beaucoup de sous pour vos prochaines vacances dans un club hôtel Bel en Bras, en famille ou entre amis. Choisissez parmi 45 clubs hôtels de vacances situés un petit peu partout en France, que ce soit à la montagne, à la mer ou à la campagne. Si vous voulez partager ce moment pour vous avec vos amis ou avec votre famille, c'est simple. Vous faites maintenant le 0826 300 300. Je viens de voir le sourire éclatant de Aude en disant ça y est, c'est parti. Et on va donner Félix Mathieu. Entre 1 et 10, donnez-moi un chiffre. 9. 9 minutes pour le 9e appel au standard 0826 300. C'est tout bonnement un cadeau magnifique, un bon d'achat pour des vacances de 1200 €. En attendant, Philippe Bilger est avec nous. Tom Conan est avec nous. Nice. Et Emmanuel Abramovitch. Et Philippe David, on a qui? Voilà, ça allait. Et Cécile de Bélibus. Allez, vous restez avec nous, on revient dans un instant. 0826 300 300. Bah oui, mais vous me dites qu'il n'y a plus de temps là. Non, c'est juste j'ai oublié de remettre le chrono. Ah ouais, d'accord, ok. Alors, ce numéro. Il était en train de faire des cochonneries. Ce numéro 0826 300 300, vous laissez des messages, on les écoute. Allez. Oui, bonjour, c'est Pierre de Montège, dans le 82. Voilà, je voulais dire qu'on n'est pas assez strict sur les sanctions envers l'Algérie. Et je dis une chose qui va être peut-être embarrassante, mais si l'écrivain venait à mourir et que la France n'ait pas été assez stricte envers l'Algérie, eh bien, je pense qu'on reprochera à la France la mort de l'écrivain. Voilà ce que j'avais à dire. Merci, au revoir. Merci beaucoup Pierre de Montèche. Il parlait bien de Pierre, merci mon cher Philippe. Il n'avait pas dit le nom pour les auditeurs. Ouais. Ah oui, bien sûr, notre auditeur Pierre a tout à fait raison. J'y pense souvent. Imaginons que demain, Boualem Sansal meurt et il est très mal, semble-t-il. Eh bien, la France se sentira mal, mauvaise conscience. Et évidemment, l'Algérie aura plus de mal encore à être arrogante dans la douleur que cette mort aura causée. Ouais. Tom Conan. Il y a eu quelques mouvements qui ont été organisés. Moi, il y en avait un d'ailleurs où je devais aller. Il y avait quelques comités de soutien, des espèces de conférences, débats pour pouvoir effectivement soutenir cet écrivain, quel que soit son avis qu'on puisse avoir sur ses opinions. Ça, c'est absolument pas le sujet, évidemment. C'est sa liberté qui est en cause et c'est absolument scandaleux. J'espère que ça va continuer, que ça va s'intensifier. Il faut qu'il y ait des événements de ce type qui s'organisent de manière parfaitement pacifique, mais avec des idées extrêmement ancrées derrière. Emmanuel Abramovitch. Je vais lier deux personnalités, ça va peut-être vous surprendre. C'est associé à Boualem Sansal, Hassan Chalgoumi, que je connais depuis nombreuses années, pour leur courage, leur capacité. C'est l'imam de Drancy. Absolument. Qui prend énormément de risques, qui emmène avec lui de jeunes maghrébins isolés dans des banlieues, en difficulté, en Israël, pour leur montrer qu'on tue pas les musulmans et qu'on vit ensemble. Oui, ça existe. Et il y a de nombreux points communs entre eux, leur
courage, leur obstination et cette capacité à prendre la main de l'un, le musulman, du juif, et de dire, voilà, moi je suis français, mais je suis aussi un trait d'union entre vous deux, et il faut du courage, il faut de l'intelligence, il faut de la culture historique, et bravo à tous les deux. Merci en tout cas pour ce message, Pierre de Montèche. Vous restez avec nous dans un instant, le coup de gueule de Philippe David. Il y a des sommes que je trouve parfois délirantes. Bien, c'est dans un instant. Soyez les bienvenus, on est ensemble jusqu'à 19h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On pourrait vous accompagner jusque chez vous ce soir, et ben pourquoi pas en week-end, ou que vous soyez peut-être encore au bureau et vous y passerez peut-être le week-end, et pour ça, merci en tout cas, avec autour de cette table Philippe Bilger, Tom Conan et Emmanuel Abramovitch et Philippe David bien entendu, qui a ce soir exceptionnellement des choses à dire. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village probablement inconnu de tous les auditeurs de Sud Radio, puisqu'il s'agit de Hoofddorp aux Pays-Bas. Cécile, vous qui pratiquez le flamand, merci de me reprendre si l'accent n'a pas été à la hauteur. Jusqu'ici, tout va bien. Pourquoi Hoofddorp aux Pays-Bas? Parce que c'est là que se trouve le siège de Stellantis et que la somme de 12 millions d'euros que va toucher l'ex-patron du groupe Carlos Tavares pour son départ me semble surréaliste. Une somme qui se découpe ainsi, 2 millions d'indemnités de départ prévues par la loi néerlandaise et 10 millions pour, je cite, l'atteinte d'une étape dans la transformation de l'entreprise. Et je trouve que, alors que je n'hésite pas à dire que les giga rémunérations de patrons qui réussissent en créant de la valeur, de l'emploi et de la richesse ne me choquent pas, je suis choqué par le montant que va toucher Carlos Tavares. Pourquoi? Tout simplement parce que dans son cas, les résultats ne sont franchement pas à la hauteur. En effet, alors qu'il y a un an, en mars 2024, le cours de l'action Stellantis avait dépassé les 27 euros, il en est à un peu plus de 12 euros aujourd'hui, une baisse de plus de 50%. Dans le même temps, le bénéfice net du groupe a chuté de 70% à 5,5 milliards d'euros. On me dira que Tavares avait fait flamber tant le cours de l'action que le résultat, mais comme le cours de l'action est aujourd'hui peu ou prou le même qu'à son arrivée, à quoi bon? D'ailleurs, on peut dire que Carlos Tavares a largement profité des résultats financiers, obtenus en partie avec une baisse des coûts drastiques payés par les fournisseurs et les clients, les problèmes de qualité des moteurs PureTech 1.2 aux moteurs 1.5 litre HDI, les airbags Takata ou encore les risques d'incendie sur certains modèles étant là pour le prouver. Et pourtant, l'intéressé, malgré tous ces problèmes, a touché 23,1 millions d'euros en 2024 après 36,5 millions d'euros en 2023 et va toucher 12 millions en 2025 alors qu'il a quitté l'entreprise le 1er décembre 2024. Des sommes totalement légales mais qui me semblent indécentes vu son bilan d'un point de vue moral. Philippe Bilger. Je suis assez d'accord avec votre point de vue qui est celui du commun des mortels qui s'aventure dans ces domaines-là. C'est vrai qu'on a tendance à considérer qu'il est anormal qu'on touche des sommes folles lorsqu'à l'évidence on a échoué. Mais d'abord... quels sont les paramètres incontestables qui permettent de dire qu'on a manqué à ses devoirs, déjà, le cours de l'action et le résultat financier. Deuxième élément, aller dans le sens qu'on souhaite tous les deux, je me demande, mais là je fais une sorte de provocation, si ça n'est pas nous permettre de nous aventurer dans un système qui ne serait plus réellement libéral avec des dérives et des rançons possibles. Emmanuel Abramovitch. C'est sidérant. Quand on considère effectivement les difficultés matérielles des salariés, je suis pas syndicaliste pour dessous et je compte pas le devenir. Mais là, c'est de l'injustice pure et simple qui confine au mépris de classe, et cet argent qui est distribué en somme tellement importante qu'il ne suffit, il faut plus d'une vie pour le dépenser, c'est indécent. Tom Conan. Moi, je pense qu'au-delà de la décence, c'est un vrai problème sur le fonctionnement même du capitalisme et de ce type en fait d'organisation à ce niveau de responsabilité. C'est des systèmes pyramidaux en fait, qui n'ont plus vraiment trop de rapport avec ce que c'est qu'une entreprise au sens traditionnel. C'est pas des gens qui l'ont créé, c'est pas des gens qui ont pris des risques a priori. Je connais pas la biographie exacte de ce monsieur, contre qui je n'ai rien évidemment a priori. Mais c'est la fonction en fait, de la manière que la profession politique, c'est devenu quelque chose qui s'est un peu comme extrait de la société. Les gens deviennent des professionnels de la politique sans
sans parfois toucher au terrain pendant 50 ans. Il y en a beaucoup d'exemples en France comme ça. Pour les PDG, c'est pareil. C'est finalement des gens qui n'ont jamais été des entrepreneurs. Les PDG sont rarement des entrepreneurs. Ils n'ont jamais été au front. Des managers mais en revanche, j'imagine qu'ils ont suffisamment bien manœuvré pour pas se faire mal voir et donc pour avoir effectivement un parachute doré à la fin. Et j'en profite pour dire qu'en matière de gestion de l'humain, c'était une catastrophe aussi. Et ce qui a fait que aussi plein de gens démissionnent et quittent le groupe. Ouais, c'est important à mentionner. C'est très important de le dire aussi. Merci beaucoup Philippe David. Tout de suite l'info en plus avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et François Bayrou qui dit envisager l'hypothèse d'un référendum en cas de blocage sur les retraites. Oui, le Premier ministre l'affirme dans un entretien au Figaro à l'issue de cette première journée hier de conclave retraite, une concertation marquée par la chaise vide de FO qui a quitté la conversation au bout d'un quart d'heure seulement. François Bayrou réaffirme donc que si les partenaires sociaux ne se mettent pas d'accord, c'est bien la précédente réforme de 2023 qui continuera à s'appliquer. Mais il dit aussi, je cite le Premier ministre, lorsque des questions sont bloquées, lorsqu'il n'y a pas de résolution possible, le référendum est une issue. Alors, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Pour en parler, nous sommes avec Bruno Cotresse, politologue, chercheur au CNRS et au CEVIPOF, le Centre de recherche politique de Sciences Po. Bonsoir Bruno Cotresse. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. C'est vrai qu'on a un peu de mal à comprendre dans quel cas François Bayrou lancerait un référendum sur les retraites, puisqu'il dit aussi que sans accord, ce serait le statu quo. Est-ce que vous pensez que le Premier ministre envisage vraiment un référendum sur ce sujet et si oui, on parle de retraite, pour poser quelles questions finalement concrètement? Il faut peut-être revenir déjà à organiser un référendum. Le Premier ministre est peut-être avancé un peu vite. Le chef de l'État aujourd'hui a dit que pour lui, il s'agissait de faire les choses c'est-à-dire laisser d'abord faire le dialogue social. C'est bien officiellement, au fond, la motivation principale de ce conclave sur les retraites, faire vivre le dialogue social, le dialogue entre les patrons, les syndicats, autour de la rediscussion du texte de 2023. Et Emmanuel Macron a semblé au fond dire que c'était peut-être pas nécessairement à l'ordre du jour le référendum sur les retraites en l'état. Et puis par ailleurs, ça n'est pas le chef du gouvernement qui peut décider d'un référendum. C'est sur la proposition du gouvernement, mais c'est le président de la République qui organise un référendum. Et puis bien évidemment, c'est la grosse question, c'est quel est le sujet de ce référendum? C'est un référendum, vous savez, de l'article 11 de la Constitution. C'est un texte de loi. Dans ce texte de loi, on peut mettre plein de choses. On peut mettre le principe, on peut rappeler le principe de la retraite par répartition et puis peut-être aussi faire évoluer les choses. Voilà, évidemment, tout dépendrait du contenu de ce texte de loi. Bruno, est-ce que la réaction du président de la République ne s'explique-t-elle pas parce que lui-même avait projeté l'idée d'un référendum qui semble pour l'instant de sa part au point mort? Oui, le Premier ministre, bien sûr, est venu hier peut-être de manière un peu imprudente, sur les plates-bandes du président de la République. En France, sous la Ve République, c'est bien le président de la République qui considère que c'est lui, au fond, la puissance invitante à un référendum. Donc évidemment, le chef de l'État a sans doute voulu aujourd'hui rappeler que c'était lui qui fixait et c'est lui qui avait effectivement annoncé aux Françaises et aux Français qu'il allait prendre des initiatives pour donner la parole, mais c'est vrai que pour le moment, on n'en sait pas beaucoup plus sur ces initiatives. Le chef de l'État, semble-t-il, hésite sur à la fois le moyen, référendum ou une autre forme de consultation, et puis le sujet ou les sujets. Donc on voit qu'on est sans doute un peu loin encore aujourd'hui de l'idée d'un référendum sur les retraites. Merci beaucoup Bruno Cotresse, politologue, chercheur au CNRS et au CEVIPOF. Merci d'avoir accepté notre invitation. Allez, vous restez avec nous. Dans un instant, le tour de table de l'actu de nos vraies voix avec Philippe Bilger. On va parler Donald Trump et de la Russie. Avec vous, Tom. Une réforme importante dans la gymnastique. Avec vous, Emmanuel. Je reviendrai sur le cas Rima Hassan. Allez, on fait une petite pause, on revient dans un instant. Soyez les bienvenus jusqu'à 19h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Avec Philippe David, on est toujours très content d'être avec vous, Philippe David. Je confirme. Chaque jour plus en plus. C'est comme l'amour, ça s'entretient. C'est une belle déclaration, bravo. Ah oui, c'est fou. C'est de la poésie. Je ne chanterai pas, quand vous France pouvez. Gall. Ah si, allez-y. Non. Si. Ah, si. Non, vous en avez trop fait. Non, je refuse. Mais arrêtez, on a une chanson de Philippe Bilger ou pas, Max?
Une chanson pour Philippe Bilger, je peux trouver le Philippe Bilger. Ma déclaration. Alors, ma déclaration. Ah, vous chantez ma déclaration? Je peux trouver ma déclaration si vous voulez, je vais la chercher. Non, ma déclaration d'impôt ou ma Ma déclaration d'impôt, elle est folle. On n'a pas de Philippe Bilger qui sait chanter. Si, j'en ai un petit extrait là. Allez. C'est bien ce que je me disais. Allez, autour de cette table, Philippe Bilger. C'est ça. Tom Conan est avec nous et Emmanuel Abramovitch et Philippe David, bien entendu. Tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix. Allez, la vedette, à table. Allez, vous êtes des vedettes de la télé. Avant d'être un cerveau, Philippe Bilger est un corps. J'ai tout rêvé d'être Harrison Ford. La comparaison est débile, désolé de vous le dire. Mais non. Taisez-vous, parce que là, ça... Le tour de table. De l'actualité. Quel sérieux. Bravo, Maxime. Il est top. On la connaissait pas, celle-là. Elle est toute fraîche, elle sort du four. Elle est pas mal. Allez, Philippe Bilger. Je voudrais parler de Donald Trump et me demander, comme tant d'autres, si l'attitude du président américain à l'égard de la Russie relève d'une stratégie internationale mûrie depuis qu'il attendait d'être à nouveau président, ou bien si les bruits, et même davantage, qu'on fait courir à son sujet depuis les années 80 pouvait être pertinent, c'est-à-dire le fait de considérer que, bien sûr, il n'avait pas été payé par les services russes, mais qu'il appartenait à une catégorie particulière de clients confidentiels qui, à cause de leur importance et des liens économiques qu'ils pouvaient avoir avec la Russie, méritaient d'être cultivés et, entre guillemets, traités. Je n'aurais pas abordé ce sujet qui peut-être serait apparu complètement déplacé à une certaine époque, mais quand on considère l'attitude de Donald Trump à l'égard de la Russie, ce changement brutal de diplomatie, on peut s'interroger sur la validité de cette accusation et après tout, est-elle si folle que cela? Un compromat, par exemple, Tom Conan? Ou un mot? Non, mais je suis un peu dubitatif sur l'avenir de tout ça. Je pense que ce qu'a dit François Hollande récemment dans un entretien au Monde, je crois, était assez éclairant. Il a expliqué que justement, les États-Unis aujourd'hui sont quand même en train de changer diplomatiquement de position de manière tellement radicale qu'on se demande s'ils sont toujours, à l'avenir, ils pourront toujours rester un allié. S'ils ne deviendront pas du coup des opposants par construction, si on n'aurait pas, nous, intérêt finalement aussi à se positionner peut-être en tant que tel, ou en tout cas à l'envisager à court terme. Un mot, mais... L'outrecuidance générale, l'incompréhension générale, la volonté de mal décrypter, mal interpréter l'action, les propos du premier homme, de l'homme le plus puissant de la planète qui défend la démocratie, me sidère. On n'est pas capable de prendre un peu de recul. Écoutez, il a quand même réussi à faire ce que n'ont pas réussi tous ses prédécesseurs, y compris au niveau de la communauté européenne au Moyen-Orient, où il a créé une relation avec certains pays du Golfe, et vous savez très bien qu'il y avait les accords Abraham I et que bientôt il y aura les accords Abraham II. C'est un homme qui a de la poursuite dans les idées, qui a une vision, il s'exprime peut-être comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, mais il a quand même un programme et il faudrait quand même ne pas l'oublier et ne pas se faire passer pour plus intelligent que l'on est en le prenant lui pour un idiot. Tom Conan, l'autorisation du short en gymnastique qui a été décidée par les athlètes féminines. Voilà, ça peut paraître anecdotique, mais ça l'est absolument pas. Effectivement, c'était réclamé depuis des années parce que jusqu'ici, les athlètes femmes qui pratiquent effectivement la gymnastique étaient sanctionnées. En fait, on leur enlevait des points et parfois, évidemment, du coup, ça pouvait leur faire perdre une compétition si elles pratiquaient le sport en compétition avec un short. Donc ça a enfin finalement bougé. Ça paraît incroyable, mais finalement, ça a été décidé mais seulement il y a quelques semaines. Alors, au lieu d'un juste au corps, normalement, effectivement, c'est un juste au corps. Et donc là, évidemment, dans la tradition, il y a un peu le même débat pour le tennis. Effectivement, il y a quelques décennies, effectivement, les femmes devaient venir en jupette. Et désormais, à Wimbledon, il est obligatoire d'être intégralement en blanc et aucune couleur sur les maillots. Je trouvais ça chic. Et depuis quelques années, il y en a pas mal qui ont effectivement des shorts en dessous de la jupette. Donc du coup, ça permet
de résoudre le problème. Parce qu'en réalité, donc, ce qui se passe, sur un article du Monde très intéressant à ce sujet, c'est que en fait, c'est pour soulager certaines gymnastes en période de menstruation, parce qu'effectivement, une dérogation des juges, comme je le disais, pouvait parfois être accordée, mais encore une fois, ça leur faisait perdre des points. Donc désormais, ces personnes peuvent avoir leurs règles au moment des compétitions, elles peuvent mettre un short, entre guillemets, sans avoir peur de perdre une compétition de ce fait. Un mot, c'est bien, donc elles auront le droit de porter un short tout le temps. Non, mais de 10 cm. Donc c'est 10 cm maximum. Donc il y a une norme extrêmement précise. Mais du coup, ça leur permet d'avoir une égalité plus forte par rapport aux hommes qui, eux, n'ont pas cette contrainte par définition. C'est ridicule parce que ça veut dire qu'on identifie que c'est une période qui est un peu délicate pour eux. Tout à fait. Alors ça, c'est très chic dans l'absolu. De le mettre quand on le veut plutôt que de le mettre à des moments. Non, mais ça, c'est tout à fait, en effet, c'est tout à fait pointé du doigt. C'est pour ça que aujourd'hui, comme c'est autorisé, on suppose qu'elles pourront le mettre à tout moment sans justement qu'on puisse effectivement identifier la raison. Voilà, c'est aussi en effet pour cette raison-là. À condition que les juges ne soient pas distraits par le spectacle de leur anatomie, alors qu'ils sont obligés de mettre des notes. On a perdu Philippe Bilger. Il n'y a qu'une seule chose qui m'intéresse en la matière, c'est de bloquer l'entrisme musulman dans tous les sports. Alors, je pense que ça n'a vraiment pas de rapport avec le sujet. Le short, pas le short, demain, hier, le voile. Il y a des débats qui doivent être tranchés pour ne pas laisser un interstice à qui je fais allusion. Oui, mais là, honnêtement, je crois qu'il n'y a strictement aucun rapport avec le sujet. Là, en l'occurrence. En revanche, de parler de dire en la matière en parlant de short, c'est pas mal. C'est pas mal. Sur le tissu, c'est pas mal. Emmanuel Abramovitch, un sujet important, bien entendu, Rima Hassan, ennemi de l'État, vous dites. Ennemi de l'État depuis longtemps. Ennemi de l'État d'abord parce qu'elle a trahi les électeurs. Mais a-t-elle vraiment trahi les électeurs? Elle a trahi les électeurs pour moi parce que quand elle a fait campagne, elle n'a pas parlé de la France. Est-ce que vous vous souvenez d'un sujet franco-français abordé par cette personne? Moi, non. Est-ce que vous vous souvenez d'un sujet franco-français défendu par cette personne au Parlement européen? Moi, pas. La seule chose qu'elle fasse, c'est de porter une parole étrangère en France et en Europe. Elle a, rappelons-nous quand même, et n'oublions pas s'il vous plaît, qu'elle a voté au Parlement européen contre l'interruption de marché avec l'Algérie en vue de faire pression pour la libération de Boualem Sansal. Il fallait quand même le faire, c'est un mépris terrible. Mais je vais revenir à la France et à la mise en danger de la France, parce que il est grave de procéder par stigmatisation comme elle l'a fait. Le processus est très simple. Israël, Tsahal, juif. Français, juif. Donc juif. Et c'est comme ça que nous avons une augmentation du taux des actes antisémites. Ensuite, vous rajoutez une couche auréolée de votre écharpe tricolore en disant génocide. Alors là, vous cristallisez la haine, vous la transformez et vous appuyez ça par vous avez le droit de faire du mal à ces gens, et elle appelle à l'insurrection, elle appelle au combat, elle n'arrête pas les gens qui appellent à l'intifada. Et là, c'est atteinte à l'unité nationale parce qu'elle me stigmatise en tant que Français juif, c'est atteinte c'est de l'insurrection parce que elle mobilise des Français contre la police française, contre la préfecture, et ils ont occupé des espaces publics, notamment quand ils ont manifesté place de la République, en plein d'autres endroits. Je ne fais même pas allusion aux écoles et aux universités, où les étudiants qui se saignent, dont les parents se saignent pour payer des bourses, obtenir des bourses, etc., les étudiants, leurs enfants ne pouvaient pas étudier. Alors on fait abstraction de tout ça. Il était temps que l'on se saisisse, et donc c'est pour ça que je rappelle, atteinte à l'unité nationale, intelligence avec l'ennemi, parce que quand on répète et qu'on colporte les propos du Hamas et ou d'autres gouvernements, eh bien c'est de l'intelligence avec l'ennemi. Et maintenant je voudrais poser deux questions. Allez, qui la finance ? Mais qui la finance et qui la protège au niveau judiciaire? Parce que je vous rappelle que la majorité des plaintes, on est toujours débouté quand on porte plainte contre elle. Alors, ce qui la finance, en partie nous, je vous rappelle, parce que son salaire est payé aussi par nous. Comme Emmanuel a été un peu contesté au cours de l'émission, je lui donnais, cette fois-ci, je suis totalement d'accord avec lui. Merci.
Je voudrais juste dire, non, mais pas pour revenir sur cette polémique, mais que par ailleurs, on peut contester évidemment plein d'aspects des propos de Rima Hassan, sa stratégie, etc. En revanche, elle s'occupe également d'autres sujets. Je veux dire, elle parle même sur Twitter. Je regarde parfois. Là, je regardais pour vérifier. Par exemple, elle disait il y a quelques heures, au moins 12% des espèces d'oiseaux auraient disparu à cause des humains. L'Europe, l'agriculture intensive cause à elle seule la disparition de 20 millions d'oiseaux chaque année. Non, mais c'est pour dire que, voilà, évidemment, une grande partie des sujets, on est bien d'accord, est occupée par ce que vous disiez à l'instant, mais il y a d'autres éléments qui semblent l'intéresser. Je dis ça d'un point de vue purement factuel. Merci beaucoup. Allez, vous restez avec nous. On va pouvoir faire plaisir à quelqu'un. Et cette personne s'appelle Linda, qui nous appelle d'Agen. Bonjour Linda. Bonjour Linda. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de femmes qui gagnent à ce jeu. Oui. Elles sont beaucoup plus rapides que les garçons, je peux vous assurer. Elles gagnent à être connues. Hein. Et oui, elles gagnent exactement. Elles gagnent à être connues. Comment ça va, Linda? Très très bien. Il commence bien ce week-end, hein, dites donc. Ah oui, tout à fait. Donc, vous avez gagné un bon d'achat pour partir en vacances avec l'un des clubs hôtels Bellambra d'un montant de 1 200 € pour partager entre amis ou en famille. Vous allez pouvoir aller dans un des 45 sites, que ce soit à la mer, à la montagne ou à la campagne, avec qui vous voudrez. Et si c'est nous, si c'est bien. Si c'est pas nous, c'est pas bien. Voilà, je dis ça. Après, vous faites ce que vous voulez, Linda. D'abord mon mari, et s'il y a encore de la place, vous êtes les bienvenus aussi. Voilà. C'est sympa. Tous ces gens qui se marient, c'est dingue. Hein. C'est incroyable, c'est fou. Vous avez des enfants, Linda? J'ai un fils, oui. Ah d'accord, donc il ne reste plus qu'une place, hein, les gars. Vous avez bien compris qu'une ou deux places, après c'est fini. Une copine du fils, c'est parfait. Voilà. Vous nous écoutez depuis longtemps, Linda? Oui, depuis que je suis venue en France, parce que je suis belge, et on est venu en France en 2010, et depuis, j'écoute Sud Radio le matin et le soir. Ah, parfait. Vous êtes d'où en Belgique? Anvers, dans le Nord. Donc vous êtes flamande. Goedenavond. Et vous n'êtes pas contre tout, hein? Envers et contre tout. Oh là là. Dankjewel, mevrouw. Dankjewel. Bravo, Cécile. Tot ziens. Ik spreek een beetje Vlaams. Bravo. Et ça veut dire bienvenue, madame. Ah d'accord. Voilà. Et dankjewel, ça veut dire merci. Beaucoup. Voilà, c'est ça. Dankjewel. Incroyable. Oui, c'est ça. En tout cas, Linda, le cri de la joie, on peut l'avoir? Oui, tout à fait. Ah bah allez-y. Faut l'entendre maintenant. Ouais, je suis super heureuse. Non, Linda, non, attendez, on refait. Non. Les Belges sont quand même extrêmement, on les entend bien. Linda, c'est à vous. Bravo Linda, en tout cas vous faites des gros bisous. Merci d'avoir joué avec nous pour ce très beau cadeau offert par Sud Radio et les clubs Bellambra à un montant de 1 200 € en bon d'achat pour de très belles vacances. Allez, vous restez avec nous dans un instant. La suite des vraies voix. On va revenir sur l'État qui fait appel après l'annulation du chantier de l'A69 Toulouse-Castres. Une décision judiciaire inédite, Philippe. Alors oui, parlons vrai. Est-ce que c'est au juge de décider des projets d'aménagement à la place des politiques? Et à cette question, est-ce que l'aménagement du territoire est-il mis en danger par les écologistes? Vous dites oui à 86%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Bernard Carillon est avec nous, un maire et ancien député de Laveur dans le Tarn. Bonsoir, merci d'être avec nous, monsieur le maire. Est-ce que le jugement d'hier est idéologique ou juridique? Réponse cash. Ah, c'est en tout cas un jugement qui suscite beaucoup de colère dans le sud du Tarn. On en parle dans un instant, soyez le bienvenu. 0826 300 300, Aude vous attend au standard jusqu'à 19h. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vous faites du bien à tellement de personnes. Vous ne pouvez pas vous imaginer, c'est formidable. Il faut que cette émission dure très longtemps. Merci Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue à tous pour cette dernière ligne droite avant le week-end avec nos invités du jour, nos éditorialistes, surtout Philippe Bilger qui est avec nous, Tom Conan, Emmanuel Abramovic et tout de suite le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix.
ce matin de 2 entreprises qui ne pourront pas reprendre le travail, qui ont été saccagées, vandalisées, incendiées. Il y avait la foule avec tous les manifestants qui étaient très en colère. Et puis d'un coup, on les a vus rentrer dans Carayon, prendre les blocs, monter un mur et mettre le feu partout. N'envoyez pas la force, s'il vous plaît, putain les gars, arrêtez les gars. Une fois que nous sommes au terme des procédures et que dans le cadre du respect des principes de l'état de droit, des décisions ont été prises, il faut bien à un moment donné que les infrastructures se réalisent. On ne peut pas, au nom, je dis, de la légitimité dont on se prétend, tordre comme ça la légalité. Il y a 6 mois, on a fait une grande manifestation pacifiste. Il ne s'est rien passé. Malheureusement, pour qu'on puisse nous écouter, il faut qu'on arrive à des actions comme ça. L'État va faire appel après l'annulation du chantier de l'A69 Toulouse-Castres par le tribunal administratif. C'est la première fois qu'une décision d'une telle ampleur est prise par la justice en 2018. C'est une décision politique qui avait conduit à renoncer à l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Alors parlons vrai, craignez-vous que les recours se multiplient contre tous les projets publics ou privés? À cette question, A69 Notre-Dame-des-Landes, l'aménagement du territoire est-il mis en danger par les écologistes? Vous dites tout avec 86%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et notre invité Bernard Carayon était avec nous, maire et ancien député de l'Aveur dans le Tarn. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. D'abord, on va vous donner la parole, monsieur le maire, pour revenir sur le jugement. Oui, comme la plupart des habitants du sud du Tarn, je suis scandalisé. Ce sont près de 1000 ouvriers qui vont se retrouver sur le carreau, des centaines d'autres dont l'emploi est menacé, des entreprises qui sont au bord du dépôt de bilan, une cicatrice de 55 km, une extrême gauche, elle, qui est joyeuse, mais une extrême gauche qui a toujours été violente, mais totalement étrangère à la fois au Tarn. La plupart sont originaires de la métropole toulousaine ou d'autres départements de France, totalement étrangère aux contraintes économiques, totalement contraire à l'intérêt général, totalement contraire à la démocratie. Alors que 75%, selon un sondage qui avait été publié par votre confrère La Dépêche, 75% des Tarnais du Sud sont favorables à cette autoroute, qu'il y a un consensus politique. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de sujets en France où il y a un consensus du RN au Parti socialiste. Vous pouvez en chercher d'autres, vous n'en trouverez pas. Et puis, c'est 30 ans d'efforts, dont 15 ans d'années opérationnelles, depuis l'époque où, en 2010, j'avais pu obtenir de François Fillon la mise en concession autoroutière de cet axe routier. Philippe Bilger. C'est la décision du tribunal administratif est très étonnante, pour ne pas dire davantage. Je ne comprends pas pourquoi, au prétexte qu'on est une juridiction, on n'est pas capable d'incarner le droit en lui adjoignant une utilité sociale, une considération fondamentale qui permettrait de rendre des décisions à la fois équitables et de bon sens. J'ajoute que c'est d'autant plus vrai qu'une analyse rapide de la décision permet de douter de la mesure avec laquelle le juge se permettent de dire là c'est trop, on porte atteinte à la pureté écologique, et d'autres fois non. C'est une absurdité, et j'en conclus, pardon d'être trop long, que dorénavant il y a des juridictions administratives qui sont non seulement opposées au développement, mais dont le seul dessein est véritablement de l'interdire. Bernard Carayon. Oui, Monsieur Bilger, vous avez complètement raison. Dans cette décision, il n'y a qu'une seule jurisprudence qui est évoquée, celle du contournement de Bénac, un magnifique village de Dordogne de 450 habitants pour un projet qui était 10 fois moins important. Le Conseil d'État avait donné un avis favorable à la déclaration d'utilité publique en 2003 et donc avait autorisé l'expropriation des personnes physiques et la destruction des bâtiments situés sur l'axe autoroutier. Mais en revanche, le tribunal administratif, lui, interdit l'expulsion des grenouilles. C'est ça le sujet. Alors, il y a un vrai problème juridique, c'est que il y a une vraie fragilité juridique depuis au moins 2003, c'est que c'est l'intérêt public majeur, selon la loi, qui doit être l'adossement en quelque sorte du projet. Or, ce que je constate, c'est que depuis 2023, les parlementaires du Tarn n'ont pas fait réviser cette loi. Il suffisait de doter par un dispositif législatif très simple le mot « majeur » pour que le tribunal administratif n'ait aucun prétexte, ou en tout cas aucune base juridique solide pour contester ce dossier. Et je regrette que les parlementaires n'aient pas fait leur boulot.
Le gouvernement aurait pu le faire également. J'ai l'impression que tout le monde s'est comporté un peu comme des disques jockeys dans une boîte de nuit pour mettre de l'ambiance, mais pour rien faire d'autre. Tom Conan et Emmanuel Ramich court, il reste 3 minutes. Au-delà des subtilités juridiques, alors je sais que ça va pas évidemment plaire à monsieur, mais moi je suis plutôt favorable à cette décision, même si je comprends qu'elle soit extrêmement tardive. Évidemment, en fait, l'autorisation n'aurait pas dû être donnée ex ante, on pourrait dire. Et évidemment, le fait que ça arrive maintenant, ça tombe un peu comme un chat sur la soupe, et je comprends qu'on puisse considérer que ça soit ubuesque. Mais l'argumentation est quand même assez précise, puisqu'on dit la 69 et l'élargissement, donc n'ayant que des bénéfices de portée limitée, il n'y a pas de nécessité impérieuse à les réaliser. Et les arguments présentés en faveur de ces projets ne justifient pas qu'ils soient dérogés à l'objectif de conservation des habitats naturels. Non, mais donc il y a une argumentation qui est extrêmement forte sur le plan du fond du droit, tout de même. Non, mais je n'en peux plus. De contraire d'argumentation très faible. Allez, parce qu'elle repose sur un argument non pas juridique, mais d'opportunité. Alors bien sûr, adossé à une loi qu'il aurait fallu corriger, mais c'est un vrai jugement d'opportunité. Le Conseil d'État avait dit exactement l'inverse, et le juge des référés qui a été saisi à 4 fois avait validé à chaque fois le projet. C'est ça la réalité. Si vous voulez, dans cette affaire, le problème c'est que les services de l'État ont été un peu dispersés dans leur action. Les préfets ont fait leur boulot, préfet du Tarn, préfet de Haute-Garonne, mais les services de l'État environnementaux, eux, ont commis les excès de zèle. L'Office français de la biodiversité en particulier, pour ne citer que celui-ci, ou l'autorité environnementale, qui n'est pas une autorité indépendante, et qui n'est qu'un service du ministère de l'Environnement, et qui a jugé archaïque le projet d'autoroute, contre l'avis de tous les élus, contre l'avis de la majeure partie des habitants du sud du Tarn. Et alors, le pire, c'est que l'État subventionne également ses adversaires, et en particulier l'association France Nature Environnement, parce que sachez que non seulement le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Écologie, le ministère de l'Éducation nationale subventionnent, mais aussi, et c'est la cerise sur le gâteau, le ministère allemand de l'Environnement, qui n'a cessé de flinguer par ailleurs la filière nucléaire française depuis des dizaines d'années. Merci beaucoup. Pardon, on a un problème de temps. Merci beaucoup Bernard Carayon, maire de Laveur dans le Tarn. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et on revient sur cette information, Félix Mathieu. Visiblement, ça se passe très très mal entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Oui, beaucoup plus mal que prévu, beaucoup plus mal que ce qu'on attendait. Pour rappel, les présidents ukrainiens et américains devaient parler des accords sur les minerais ukrainiens, sauf que là, ça tourne vraiment en ce moment même au déballage de linge sale en public. Notre stupide président vous a donné 350 milliards, lance par exemple Trump en évoquant son prédécesseur Joe Biden. Échange extrêmement tendu devant la presse, dans le bureau Oval à la Maison-Blanche. Donald Trump juge par exemple qu'il va être très difficile de négocier avec Volodymyr Zelensky. Ils étaient très en colère tous les deux. Il lui lance aussi qu'il devrait se montrer reconnaissant. Il affirme que le président ukrainien s'est mis en très mauvaise posture par son attitude, qu'il n'a plus les cartes en main. Le président J.D. Vance est également présent dans la pièce, dans le bureau Oval. Il accuse de son côté Volodymyr Zelensky de manquer de respect aux Américains. Concluez un accord où nous vous laissons tomber, a redit tout à l'heure Donald Trump à Volodymyr Zelensky devant la presse, affirmant au passage avoir eu Vladimir Poutine plusieurs fois au téléphone ces derniers jours. Et bon, on suivra ça de très près. Merci beaucoup Félix Mathieu. Merci beaucoup en tout cas à nos vraies voix du jour. Merci Philippe Bilger, merci Tom Conan, merci beaucoup Emmanuel Abramovitch, porte-parole du Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme. Pardon, on vous a coupé un peu la chic, mais malheureusement on est très en retard et le rugby nous attend. Ils sont déjà les crampons au pied avec Alex Priam. Bonsoir Alex. Bonsoir les vrais voix. Et bon anniversaire. Happy birthday to you. Alors, le menu du soir. Je fais très bien Donald Trump, vous avez remarqué. Les bougies à souffler, évidemment. Alors, avec de la Pro D2 évidemment, comme tous les vendredis soirs. On va parler aussi du Stade Toulousain parce qu'il y a une brûlante actualité autour du Stade Toulousain et du Salary Cap. On vous expliquera tout dans quelques instants avec Philippe Spanghero. Et puis évidemment le Top 14 ce week-end, puisqu'il n'y a pas de tournoi à destination. C'est un week-end de relâche du tournoi à destination qui reviendra le week-end prochain. Mais c'est un très gros week-end de rugby qu'on vous promet sur Sud Radio. Et passez un très bon moment bien entendu avec Sud Radio tout le week-end. On vous remercie. Merci Maxime, merci Aude, merci Justine, merci Félix, merci Nelly. Et avec Philippe David, on vous retrouve lundi matin avec Philippe Bilger, bien entendu. Et les vraies voix, on souhaite un excellent week-end. Salut et à lundi. Tout de suite, Thomas Binet.